Dans cette vidéo, on va introduire le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires va prendre deux hypothèses, la continuité et la croissance stricte, ou la décroissance stricte. On parle de monotonie. L'idée, ça va être de dire que si j'ai une fonction qui fait quelque chose comme que de monter ou que de descendre, par exemple celle-ci, alors entre A et B, voilà, j'ai choisi A et B, ici je monte un peu, mais c'est pas grave, on choisit entre A et B. Alors peu importe la droite verticale que je vais prendre entre f de A et f de B, alors pardon, je voulais dire droite horizontale, ici, je vais croiser qu'une seule fois la courbe. Le théorème de valeurs intermédiaires va dire ça. Il va dire qu'en fait, il va prendre toutes les valeurs entre f de A et f de B une seule fois. Le gros intérêt du théorème des valeurs intermédiaires, c'est de pouvoir résoudre des équations. Si je veux résoudre une équation f de x égale k, alors k va être un nombre et f, ça va souvent être une équation compliquée. Alors, si on est strictement croissant et continu, je vais en parler après, eh ben on va avoir une unique solution. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir l'existence et l'unicité d'une solution, c'est-à-dire on sait qu'il y en aura une et en plus, ça sera la seule. Le défaut, c'est que ça ne donne pas de méthode pour les calculer. En général, après, pour les calculer, on utilise des algorithmes comme l'algorithme de dichotomie pour retrouver une valeur approchée de la racine de la solution. Évidemment, il y a des cas où ça ne va pas marcher. Premier cas où ça ne marche pas, s'il y a un trou dans la courbe. Si je m'arrête ici et que ça reprend ici, comme ceci, alors si je prends cette droite horizontale-là, évidemment, je ne vais pas croiser la courbe. C'est pour ça qu'on va imposer à pouvoir dessiner la courbe sans lever le crayon, si je puis dire. Et ça va être la notion de continuité. Un autre cas, ça va être celui-ci, par exemple. Alors oui, on va bien croiser la courbe, mais on va la croiser deux fois. Et ça, bon, on pourrait la croiser plein de fois, etc. On aimerait quand même qu'il n'y ait qu'une seule solution pour pouvoir l'approcher. Parce que si on en a plusieurs et qu'on essaye de faire des valeurs approchées, ben on ne sait pas laquelle on va trouver. Alors, parlons-en de ce théorème. Déjà, il y a deux hypothèses. La première, c'est la continuité. Donc, sur cette slide, je vais parler de la continuité. Continu, ça veut dire qu'on peut dessiner sans lever le crayon. Autrement dit, ça, c'est continu. Ça, c'est pas continu. Alors, le fameux point et le rond là, ça veut dire que la valeur ici, elle admet pour image, parce que comme on arrive à deux trucs en même temps, elle admet pour image le point ici, hein, et pas la valeur en haut. Mais on voit bien que c'est pas continu. Vous voyez bien que j'ai dû lever le crayon pour dessiner. Donc, continu. Pas continu. La continuité, en fait, elle va être assurée pratiquement pour toutes les fonctions que vous connaissez. Que vous preniez des fonctions polynomiales. Polynomial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x puissance quelque chose fois un nombre plus un nombre fois x puissance quelque chose, etc. Exemple, 2x cube moins 3x carré plus 1. Ça, c'est quelque chose de polynomial. La racine carrée, aussi. Donc, voilà. Mais aussi les fonctions exponentielles et logarithmes, quand vous les verrez. Toutes ces fonctions-là, elles sont continues. Mais attention, il y a des fonctions qui sont continues, mais seulement sur des morceaux de leur domaine de définition. Elles vont être continues sur tout leur domaine de définition, mais par morceaux. Je m'explique. Il y a une fonction que vous connaissez bien, c'est la fonction... Enfin, j'espère que vous la connaissez bien maintenant. C'est la fonction 1 sur x. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû lever le crayon pour dessiner ici. C'est une hyperbole, on a deux branches, etc. Donc la fonction qui est définie sur R étoile, elle n'est pas continue. Par contre, elle est continue sur R plus étoile, c'est-à-dire les nombres strictement positifs, et elle est continue sur R moins étoile, c'est-à-dire les nombres strictement négatifs. Quand j'ai dessiné une branche ici, j'ai jamais levé le crayon.
Certes, pour passer de l'une à l'autre, oui, mais quand j'en dessine une, je lève pas le crayon. On va parler évidemment de dire que c'est continu sur R plus étoile, sur R moins étoile. On va dire que c'est quand même continu sur R étoile. En fait, on parle vraiment de continuité sur un intervalle. Si vous n'avez pas d'intervalle, la continuité, ça va être sur les morceaux. C'est-à-dire qu'on ne lève pas le crayon tant qu'il n'y a pas de trou dans notre intervalle. Si mon intervalle lui-même, il a un trou, comme ceci, donc ici il a un trou, si mon intervalle a un trou, alors pour dire qu'elle est continue sur cet intervalle, je vais dire que je n'ai pas levé le crayon de là à là, et je n'ai pas levé le crayon de là à là. Donc 1 sur x, pas de problème. Avec cette petite remarque, toutes les fonctions que vous travaillez sont continues. Sur leur domaine, grosso modo. Maintenant, je vais expliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Si je prends une fonction continue, il me faut une deuxième hypothèse, c'est qu'elle est strictement monotone. Alors, je rappelle que monotone, ça veut dire croissant ou décroissant. C'est-à-dire que la courbe, elle monte ou qu'elle descend. Alors, dans ce cas-là, f prend toutes les valeurs, une, et là, je l'entoure, seule fois, et toutes aussi, c'est important, entre f de A et f de B. Graphiquement, ça signifie que si ici c'est A, B, la fonction elle monte par exemple, et bien, quel que soit entre f de A et f de B, l'horizontale que je prends ici, je vais avoir une unique intersection. Si vous vous souvenez bien, passer de ce nombre-là à ce nombre-là, c'est calculer un antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si f est continu et strictement monotone, je fais des abréviations, alors, pour tout cas, entre f de A et f de B, je ne mets pas d'intervalle parce que parfois, f de A va être plus grand que f de B. En effet, c'est décroissante, c'est dans l'autre sens. Mais pour tout cas entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet une unique solution. Il y en a une et il n'y en a qu'une seule. Voilà comment ça va marcher. f de x égale k, c'est aussi trouver un antécédent de k. Mais ça veut dire aussi que k va admettre 1, il va en avoir un antécédent et un seul. Donc voilà, donc en fait, ça permet de résoudre ce genre d'équation. Un cas particulier que vous devez comprendre absolument, parce que c'est souvent celui-là qu'on utilise, qui est en réalité une conséquence directe, puisque je vais juste poser k égale 0, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pour résoudre l'équation donc f de x égale 0, mais c'est comme c'est un cas qui arrive très souvent, bah c'est celui-là qui va nous intéresser. Alors je l'explicite de lui-même. F est continu et strictement monotone, c'est les mêmes hypothèses, en fait je vais juste faire k égale 0, mais peu importe. Voilà. Strictement monotone. Si f de A et f de B sont de signes contraires, pourquoi je parle de signes contraires, tout ça? Pourquoi? Parce que s'il y a 0 au milieu, en fait, je fais mon k égale 0, s'il y a 0 entre les deux, bah, f de A et f de B, il y en a un qui sera positif et un qui sera négatif. Donc on parle directement de signes contraires. Alors, il existe un unique x tel que f de x égale 0. Donc voilà le théorème propre qu'on va utiliser. Le cas précédent peut se ramener à ce cas-là, en fait, en changeant la fonction. Si au lieu de prendre f de x comme fonction, je prends f de x moins k,
Au lieu de résoudre f de x égale k, je vais résoudre f de x moins k égale 0. Si je veux f de x égale k, là c'est pas grave. J'ai qu'à poser g de x égale f de x moins k. Et dans ce cas-là, ça revient à résoudre g de x égale 0. Alors comment on va utiliser ce théorème en pratique? Parce qu'on a un joli théorème, et comment on va le faire? Alors en général, on vous donne une équation. Une équation donc, qui va pouvoir s'écrire sous la forme f de x égale 0. Exemple, si je vous demande de résoudre x ln de x plus x moins 1 égale 0. On va poser f de x égale tout ce morceau-là. L'idée, c'est de mettre tout d'un côté pour avoir 0, et ça devient de notre fonction. f de x égale 0. Ou sinon, dans les énoncés, on vous donne directement la fonction. Alors, vous n'avez pas fait ln de x, mais peu importe. C'est l'idée qui compte. On va regarder si elle est continue, mais ça, souvent, on l'admet. F est continue, voilà. Parce que toutes les fonctions que vous connaissez, elles sont continues. Et il ne reste plus qu'à montrer qu'elle est strictement monotone. Est-ce qu'elle est strictement monotone? La monotonie, c'est relié à la dérivée. Pour savoir si elle est croissante, on dérive. Donc l'idée, c'est de dériver. Toutes les fonctions dérivables sont continues, de toute manière. Donc dès que vous avez une fonction qui est dérivable, ça va être facile. Déjà, elle va être continue. Et il ne reste plus qu'à étudier la monotonie. Donc on dérive, et après on étudie le signe de la dérivée. À partir du signe de la dérivée, vous en déduisez la monotonie. Vous savez quand est-ce qu'elle est croissante, décroissante. Bref, vous écrivez son tableau de variation. Une fois que vous avez le tableau de variation, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser ce théorème. Donc le théorème ici, qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors voilà. Donc vous avez une équation à résoudre, vous le transformez en f de x égale 0, et après vous faites le tableau de variation. Voilà. Du coup, on est arrivé au tableau de variation. Ça, vous devez savoir le faire. Ça, c'est des choses qui viennent de l'année dernière ou autre. X, F, voilà. On a le tableau de variation. Alors, je vais donner un exemple, c'est le plus facile. Donc, le tableau de variation démarre de 0, il va jusqu'à 7, mettons, il y a un 1 ici. Ici, on a 2, ici, on a 5, ici, on a moins 1. La fonction, elle est croissante ici et décroissante ici. Comment j'utilise mon théorème sur le tableau de variation? Bah, je regarde tous les morceaux où il y a les flèches. Un par un. On a f de 0 positif, puisque ça vaut 2. On a f de 1 positif, puisque ça vaut 5. Il n'y a pas de solution. Ici, la fonction, elle est plus grande que 2. On part de 2 et on va au-dessus de 2. On ne fait que de monter. Maintenant, je m'intéresse au deuxième morceau ici. Donc, si elle est plus grande que 2, forcément, elle ne va jamais être égale à 0. Ici, on a f de 1, ça vaut 5, c'est positif. Ici, on a f de 7, ça vaut moins 1, c'est négatif. Autrement dit, f de 1 et f de 7, ils sont de signes contraires. De toute façon, on le voit. On part de 5 ici, et je fais que descendre, 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 descendre jusqu'à moins 1. Et je suis continu, je n'ai pas le droit de faire de saut, je n'ai pas le droit de sauter. Si je dessine en partant de 5 jusqu'à moins 1, je vais bien être obligé de couper l'axe des abscisses au bout d'un moment, c'est obligatoire. Si je vous dessine ça, je pars de 5 ici, et je vais aller jusqu'en moins 1, d'un point à un point, ici. Donc ici c'est le point 1, ici c'est le point en 7. Bon, peu importe, pour les abscisses. Si je veux aller de là à là sans lever le crayon, l'axe des abscisses est infini. Je suis bien obligé, au bout d'un moment, de le couper. Et je vais le couper qu'une seule fois. Je n'ai pas le droit de remonter. La flèche, elle me dit de toujours descendre. C'est l'idée. Du coup, f de x égale 0 admet une unique solution
sur, et on précise l'intervalle ici, donc 1, 7. Donc voilà le principe du théorème des valeurs intermédiaires.